Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter une pathologie tumorale, c'est une prolifération bénigne, aux dépens d'un feuillet particulier autour des structures nerveuses. Et ce feuillet sur le plan histologique normal, on l'appelle le périneurium, mais ça s'écrit avec un IUM à la fin. Par contre, la prolifération qui va se développer à partir de ce feuillet, on va l'appeler périneurium en IOME. C'est une prolifération qui va prendre la forme d'un nodule qui est généralement indolore. On peut avoir également d'autres manifestations cliniques comme par exemple un déficit neurologique, surtout lorsque le nodule il va se développer à l'intérieur d'une structure nerveuse, c'est ce qu'on appelle le périneurium intraneural. C'est une prolifération qui ne présente pas généralement une prédilection pour un sexe particulier, sauf pour certaines variantes, notamment ce qu'on appelle le périneurium sclérosant, qui montre une prédilection pour le sexe masculin. Concernant la localisation, cette prolifération, elle va être généralement profonde, elle peut se développer même à partir de structures viscérales, mais parfois on peut avoir une localisation qui est superficielle, notamment au niveau cutané, au niveau du derme. Dans cette vidéo, on va voir l'aspect classique d'un périneurium, on va voir ça sur le plan morphologique, ça veut dire après coloration HE. On va discuter également les anticorps qui vont être exprimés par les cellules tumorales, ainsi que les anticorps qui ne doivent pas être exprimés par ces cellules tumorales. Voilà, donc pour ceci, on va utiliser ce prélèvement. C'était une lésion nodulaire, un nodule sous-cutané qui était présent au niveau du bras d'un patient adulte, âgé de 40 ans. On a fait l'exérèse. Vous voyez très bien que c'est un prélèvement qui est assez profond. On a fait la coloration HE. Donc on voit très bien qu'on a trois fragments qui correspondent à un tissu à la fois cutané et sous-cutané. Et on voit également notre lésion caractérisée par cette teinte un peu bleutée, mais on voit très bien que c'est une lésion qui comporte également des zones qui sont éosinophiles en rapport avec des dépôts fibreux plus que myxoïdes. Parce que généralement quand on a cet aspect bleuté, ça reflète la présence d'un fond qui est de nature myxoïde. Quand on a un fond qui est plutôt éosinophile, c'est plutôt des dépôts qui sont fibreux, c'est du collagène qui est synthétisé au niveau de ces foyers de la tumeur. Alors j'ai une remarque concernant la limitation de cette prolifération. Si on prend cette région bleutée ainsi que éosinophile pour la prolifération, on pourra se tromper rapidement en disant que la prolifération est en train d'infiltrer le tissu adipeux de l'hypoderme. Alors rappelez-vous que cette graisse qu'on est en train d'observer, ce n'est pas l'hypoderme, c'est un tissu adipeux mature qu'on observe en association avec cette prolifération qui est le périneurium. Et donc la prolifération en totalité, ça va être cette masse que je suis en train de limiter avec le curseur, et cette graisse, elle fait partie intégrante de la prolifération et elle ne doit pas être prise par une graisse hypodermique infiltrée par la tumeur. Voilà. Alors à ce grossissement déjà, on peut distinguer certaines régions qui sont un peu cellulaires, notamment les zones qui montrent cette caractéristique basophile, qui est le reflet en fait d'une densité élevée de structures nucléaires, de noyaux. Et puis on voit également d'autres régions qui sont plutôt hypocellulaires, et ça coïncide avec des zones qui sont fibreuses, des zones qui sont en fait éosinophiles. Généralement les zones qui sont éosinophiles, elles présentent moins de cellularité par rapport aux zones qui sont basophiles. Donc basophile, éosinophile, ça a été déjà expliqué. Basophile pour le fond myxoïde, éosinophile pour le fond qui est fibreux, et c'est le cas de la majorité des périneuriums parce qu'on trouve une association un peu variable entre ces deux fonds, le rose et le bleu. Voilà. L'architecture, elle est variable dans les cas de périneurium. Alors vous pouvez voir par exemple au niveau de ces parties une architecture fasciculaire qui pourra simplement rappeler l'architecture qu'on va observer par exemple dans un cas de léomium, par exemple au niveau de l'utérus. Et juste à côté, on a une deuxième architecture. On voit très bien qu'on a des cellules tumorales, bien sûr, c'est les cellules qui font cette prolifération qui est le périneurium et qui commencent à former de fins cordons. Pourquoi ces cordons ? C'est parce que à ce niveau, on a une forte concentration, si on peut dire, de ce fond myxoïde. Et ce fond myxoïde, il va commencer à séparer entre les cellules. Ça va créer cette structure qui est dite lamellaire. On a également d'autres structures et je vais revenir par la suite sur les caractéristiques nucléaires, les caractéristiques cytonucléaires, et j'imagine que vous avez déjà fait la différence entre deux aspects nucléaires qui sont différents, notamment au niveau de la région fasciculaire. On peut voir un aspect qui est assez fin des noyaux, qui sont assez allongés,
Et à l'inverse de ça, on voit que sur le foyer où on avait parlé de l'architecture lamellaire, on a plutôt un aspect qui est ovalaire. Mais rappelez-vous, on parle des mêmes cellules tumorales. On va discuter un peu la raison pour laquelle on a cette différence concernant la morphologie des cellules tumorales. Alors je passe maintenant au deuxième fragment pour vous montrer d'autres architectures possibles. Notamment, vous pouvez voir à ce niveau, par exemple, un aspect qui est un peu particulier. C'est un aspect, une organisation de ces cellules tumorales avec une partie qui est centrale, qui est un peu paucicellulaire, et puis on voit le départ de façon centrifuge de ces cellules tumorales un peu séparées par des fibres de collagène. C'est ce qu'on appelle une architecture storiforme. Alors si on cherche, on va tomber bien sûr sur d'autres exemples, notamment un ici qui n'est pas si évident par rapport à celui-là. On peut avoir également des enroulements, et ça c'est une architecture, une disposition qui est particulière, qui est caractéristique du périneurum. Alors ici on voit nos cellules tumorales et on voit très bien qu'elles essaient de s'enrouler autour de structures vasculaires. Ici c'est un vaisseau. Oui, j'aimerais mentionner, puisqu'on a cité les vaisseaux, que le stroma tumoral d'un périneurum, il est particulièrement riche en structures vasculaires. Si je passe par exemple à un faible grossissement, vous voyez très bien toutes les lumières, parfois contenant bien sûr des structures qui sont éosinophiles, correspondant à des globules rouges, c'est en fait des vaisseaux, et vous voyez très bien cette richesse en structures vasculaires. Alors autour de ces vaisseaux, c'est là où on va trouver et identifier la majorité des enroulements que vont décrire les cellules tumorales. Vous voyez très bien les structures vasculaires, et puis tout autour, on a un enroulement des structures ou bien des cellules tumorales. Là aussi la même chose, on a vu ce vaisseau, et puis si on observe l'ensemble des vaisseaux, on va trouver cet enroulement des différentes cellules. Donc généralement les trois structures, les trois architectures, on a la lamellaire, la fasciculaire, ça veut dire en faisceau, on a également la storiforme, et finalement on a les enroulements essentiellement autour des structures vasculaires. Alors passons maintenant aux cellules tumorales. Vous voyez très bien, après nos passages sur les différents foyers au niveau de cette lame virtuelle, qu'on n'a pas vraiment d'atypie. On a des noyaux qui sont d'aspect régulier, on a des noyaux qui ne sont pas hyperchromatiques et on n'a pas observé de mitose. C'est normal parce que c'est une prolifération qui est bénigne. Alors là, je reviens vers l'aspect des noyaux. Vous voyez très bien qu'il y a une certaine différence. Une différence en matière de forme de ce noyau. On a des noyaux qui sont ovalaires, comme par exemple celui-là. On a également un autre exemple, c'est des noyaux qui sont tellement fins qu'ils paraissent un peu transparents, et on peut même voir un petit fond éosinophile qui reflète la présence de faisceaux de collagène qui est présent normalement au-dessous de la cellule. Par contre, et à l'inverse de cet aspect, on a d'autres cellules qui présentent un aspect qui est assez allongé, un aspect fusiforme, avec une épaisseur qui n'est pas la même par rapport aux noyaux de forme ovalaire. Et ceci est dû à la forme tridimensionnelle en fait des noyaux des cellules d'un périneurum. C'est des noyaux qui sont en réalité ovalaires, exactement comme ce qu'on est en train d'observer ici, mais le problème, c'est en rapport avec leur épaisseur, parce que ces noyaux ovalaires, en fait, ils ont une très petite épaisseur, et c'est la façon et l'angle avec lequel on va voir le noyau, c'est ça ce qui va déterminer l'aspect de ce noyau en 2D. Alors si je prends le noyau ovalaire et que je le vois de façon directe, on aura cette forme ovalaire. Par contre, si je vais regarder ce noyau avec un angle de 90 degrés, ça veut dire selon cet angle, je vais voir en fait le bord de ce noyau qui est lui muni d'une épaisseur qui est très réduite, et on aura comme résultat cet aspect fusiforme. Donc soit des noyaux qui sont allongés comme ceci, et parfois ils peuvent même paraître ondulaire, regardez cet aspect-là, ou bien cet aspect à ce niveau, on a un aspect qui est ondulé avec un caractère qui est fin concernant l'épaisseur, et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect ovalaire, assez fin, avec un aspect qui est plus ou moins transparent de ces noyaux. Donc même noyau qui peut donner deux aspects différents en fonction de l'angle avec lequel on voit ces derniers. Voilà, donc c'était tout concernant l'aspect morphologique de la prolifération. On a vu les 4 architectures possibles, l'association également de fond myxoïde ou bien également de fond qui est fibreux. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur la possibilité, surtout au niveau des zones qui contiennent des fibres de collagène, d'observer certains espaces artefactuels. Ce sont de petits espaces qu'on va appeler des microfentes artefactuelles qu'on va trouver juste au contact des cellules tumorales. Regardez par exemple à ce niveau, on voit partiellement un noyau de cellules tumorales, et puis juste à côté on a un espace qui est en fait artefactuel. La même chose ici, on a un noyau, et puis tout autour on a un espace qui est vide, c'est en fait secondaire à l'artefact, et on observe ceci surtout au niveau des zones qui sont riches en tissus fibreux, ça veut dire les zones qui sont éosinophiles.
Voilà, donc passons maintenant à l'étude immunohistochimique. Alors avant de passer à ceci, j'aimerais vous montrer une lame pour observer avec moi le résultat de l'utilisation d'un anticorps anti-EMA sur un nerf, sur une structure nerveuse qui est normale. Voilà, ceci donc va être le premier prélèvement, c'est un prélèvement qui correspond à une prolifération autre que le périnérium, c'était la variante épithéloïde en fait de l'histiocytofibrom bénin. Et ici, on va se diriger directement vers ce foyer qui va nous montrer deux structures normales. Donc on a à gauche une lumière et une structure qui est vasculaire, c'est une artériole. On voit très bien les noyaux faisant projection vers la lumière, c'est des cellules endothéliales. Et puis à droite, c'est ça la structure qui va être intéressante pour notre lésion qui est le périnérium, parce que ici, on voit très bien un marquage positif par l'EMA au niveau de cette couche de périnérium. Ici on parle de structure histologique normale et donc c'est un mot périnérium qui va s'écrire en IUM. On voit à l'intérieur quelques axones, ces structures arrondies qu'on trouve au milieu d'une gaine bien sûr chevanienne. Et puis on passe à notre premier cas, c'est-à-dire notre prolifération qui correspond au périnérium, sur laquelle on a utilisé le même anticorps, c'est-à-dire l'anticorps anti-EMA. On va agrandir pour découvrir qu'en fait, on ne doit pas avoir un marquage qui est diffus et intense pour retenir la présence d'une expression de l'EMA par les cellules tumorales. Notez bien qu'on a uniquement une expression qui est focale de cette EMA, c'est un marquage qui est membranaire, et même on voit que certaines cellules expriment ce marqueur de façon faible, pas vraiment intense. Voilà, donc ce qui est important à connaître, c'est que l'EMA, elle doit être exprimée dans les cas de périnérium, mais on peut avoir une expression qui est focale, ou bien aussi focale et faible en même temps, mais un tel marquage doit être considéré comme un marquage positif. Dans ce cas, par exemple, on va dire qu'on a une expression de l'EMA. Un autre marqueur qu'on peut utiliser, c'est l'utilisation de l'anticorps anti-GLUT1, qui lui également, ça veut dire la molécule, le GLUT1, est exprimé dans les cas de périnérium. On voit très bien ce marquage intense, important, au niveau des différentes cellules tumorales. Donc voilà, c'était la fin concernant les liens virtuels. Et aussi, chose importante, il faudra faire attention également aux anticorps qui ne doivent pas être exprimés par les cellules tumorales, notamment la protéine S100, parce que ici on parle de structure et de prolifération qui est périnerveuse, ça veut dire que ça ne se fait pas aux dépens de cellules nerveuses, et donc ça ne doit pas exprimer la protéine S100. Voilà, donc je passe rapidement à une récapitulation de ce qu'on vient de voir. Le périnérium, bien sûr, avec en description, comme toujours, les liens pour les lames virtuelles. C'est une entité, c'est une prolifération qui peut porter beaucoup de noms. Notamment, on l'appelle le périnérium extraneural des parties molles, on l'appelle aussi le fibrome périneural storiforme, en rapport bien sûr avec la possibilité d'avoir une architecture storiforme, comme on a vu dans notre cas. Le périnérium intraneural, c'est une possibilité également, avoir une croissance et une prolifération tumorale à l'intérieur des nerfs. Si vous vous rappelez au début, on avait dit que ça peut donner un déficit nerveux. C'est une prolifération bénigne, mésenchymateuse, faite exclusivement de cellules périneurales. Épidémiologie et clinique, ça touche surtout l'adulte, mais ça touche une population qui est plus jeune concernant cette variante qu'on appelle le périnérium sclérosant, et aussi pour les cas intraneuraux. Rare chez l'enfant, le sexe ratio il est de 1, mais avec une prédilection masculine concernant le périnérium sclérosant. C'est une pathologie des parties molles, notamment au niveau profond ou au niveau des viscères. Ça peut toucher également les extrémités. Parfois on peut avoir une localisation superficielle, ça veut dire dermique, et il est important de noter une prédilection concernant les doigts et les mains pour la variante sclérosant. Cliniquement, ça prend la forme d'une masse indolore, solitaire, avec une croissance qui est lente, et on peut avoir un déficit neurologique en cas de forme intraneurale. Macroscopiquement, ça prend la forme d'un nodule qui est bien limité. Quand on réalisera une coupe, ça va montrer un aspect gélatineux, en rapport bien sûr avec le fond qui est myxoïde, avec également des zones qui peuvent être fibreuses, en rapport avec les zones dont le stroma est plutôt fibreux, ça veut dire riche en fibres de collagène. La moyenne de taille, elle est de 4 cm, microscopiquement c'est une prolifération qui est bien limitée, non encapsulée, rarement ça peut montrer des infiltrations. La cellularité elle est variable, l'architecture également, on peut trouver plusieurs architectures, comme on a vu pour notre cas, storiforme, des enroulements surtout autour de structures vasculaires, lamellaires, fasciculaires. Le stroma, il est collagénique ou bien myxoïde. Les vaisseaux sont abondants et parfois on a des lymphocytes et aussi des mastocytes.
Les cellules sont fusiformes, non atypiques, les noyaux fins ondulés, mais peuvent être également ronds et pâles, avec des pseudo-inclusions qui sont fréquentes. Pour notre cas, il n'y avait pas de noyaux montrant des pseudo-inclusions. Les atypies dégénératives peuvent être observées, mais elles doivent être éparses. Ça veut dire, de temps en temps, on aura observé des noyaux hyperchromatiques augmentés de taille. C'est tout à fait acceptable dans les cas de neurofibrome. Les mitoses doivent être rares. Les anomalies associées, c'est ce qu'on avait observé dans notre cas, notamment la présence de tissu adipeux mature qui est intratumoral, ça fait partie de la prolifération. On peut avoir également la formation de l'os et de cartilage qui vont être dits métaplasiques. On peut noter également un aspect granulaire au niveau des cellules tumorales et comme on l'a vu déjà et surtout au niveau des zones qui sont collagéniques, on peut avoir des microfentes qui sont en fait artefactuelles. Les anomalies associées rares, c'est des anomalies qui sont en rapport avec la malignité, notamment les atypies cytonucléaires, les mitoses fréquentes ainsi que la nécrose, et ça permet de poser le diagnostic de ce qu'on appelle un périnurium malin. Immuno, on aura l'EMA qui va être exprimée et elle peut être focale et ou faible. Rappelez-vous que même si on a ces deux éléments, ces deux conditions, on doit retenir la positivité de cette EMA. On aura également une expression du gluten, comme on a déjà vu, de la claudine 1, et puis le CD34, il n'est pas exprimé de façon constante. Les marqueurs négatifs, on a le S100, je suis désolé pour l'erreur, et puis on a aussi une absence d'expression de la cytokératine, de l'AML, sauf que pour la variante sclérosante, on peut avoir une positivité, et puis finalement la desmine, elle doit être négative. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile, et on se dit à très bientôt.